Alors, très bien, on continue avec les protéines plasmatiques. Quels sont les rôles de ces protéines plasmatiques? Donc, les protéines plasmatiques ont plusieurs fonctions. La première, c'est le transport. Le transport, bon, l'albumine transporte les hormones, transporte les médicaments, et bon, il transporte euh, plein, plein de choses. Donc, c'est la protéine de transport par excellence. Il a plusieurs rôles qu'on va voir. Et puis, il y a les lipoprotéines. Lipoprotéines, comme vous voyez, c'est les lipides. On ne peut pas les transporter dans un milieu aqueux qui est le plasma. Donc, on va les transporter dans une coque de protéines, d'accord? Dans une coque de protéines, et ce qu'on appelle les lipoprotéines. Et puis, ils ont un rôle dans l'immunité, que vous connaissez déjà, les immunoglobulines ou ce qu'on appelle les anticorps. Voilà. Et puis, il y a le complément que vous avez vu dans votre cours d'immunologie. Dans le plasma, il y a beaucoup d'enzymes. Et les enzymes, ce sont des protéines ou des holoprotéines ou comme on l'a vu en biochimie cellulaire, ce sont des holoprotéines ou des hétéroprotéines. Et puis, les protéines, ils ont un rôle dans la pression oncotique, hein. Elles ont un rôle dans la pression oncotique, c'est la pression hydrostatique des protéines. Donc, ils ont un rôle pour retenir l'eau à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? C'est toutes les protéines qu'on connaît, les albumines et les globulines. Puis, il y a les marqueurs de l'inflammation qu'on a vu la dernière fois. Rappelez-vous de l'aptoglobine, de l'albumine, la CRP, l'orosomicoïde, fibrinogène, c'est des protéines de l'inflammation qu'on a vu la dernière fois. Puis les marqueurs tumoraux qu'on a vus. Et puis les facteurs de la coagulation, donc les facteurs de 1 à 13 facteurs de la coagulation. Les protéines jouent aussi un rôle de tampon. Très bien, on passe au dosage des protéines plasmatiques. Pour les dosages des protéines plasmatiques, on va commencer toujours par la partie préanalytique. Sachez qu'on prélève dans un tube sous anticoagulant. L'anticoagulant, c'est l'héparine, un tube d'héparinate. Vous voyez, il a un bouchon vert. Et un tube sec si on veut du sérum. Si on veut du plasma, on prélève. Si on veut du plasma, on prélève sur l'héparinate, sur l'héparinate de lithium. Si on veut du sérum, on prélève sur un tube sec à bouchon rouge. D'accord? Voilà. Et quand vous allez prélever, évitez la pause prolongée de garrot. Comme j'ai dit, le garrot, il sert que pour repérer les veines. Donc, si vous allez laisser le garrot d'une manière prolongée, euh, il y aura une hymoconcentration, ce qui résulte d'une augmentation d'environ 5% des protéines. C'est le phénomène d'hémoconcentration. Donc, toujours, je repère les veines et je vais desserrer le garrot. La concentration en protéines totales d'un échantillon prélevé en position allongée, c'est la position maintenant qui va, qui est une différence en concentration entre la position allongée et la position debout. Donc la position du patient, en fonction de la position du patient, on a une différence de 4 à 8 grammes. Donc la position allongée est plus faible, hein, et de 4 à 8 grammes plus faible que celle de la position debout. Donc la position, il a un rôle important. Donc la position, il a un rôle important. Et puis le jeûne, le jeûne, le jeûne n'est pas impératif. Même si moi, en tant que biologiste, ce que je vous conseille pour les protéines et pour un meilleur dosage, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec tout ce qui peut prendre le patient, donc des médicaments, tout ce que vous voulez, il vaut mieux prélever sur un tube chez un patient un jeûne de plus de 8 heures pour éviter encore la turbidité des échantillons qu'on va expliquer. Donc, les protéines plasmatiques sont stables. Les protéines plasmatiques sont stables pendant une semaine. Les protéines
plasmatiques sont stables pendant une semaine dans un réfrigérateur, pardon, entre 2 et 4 degrés. Entre 2 et 4 degrés. Voilà. Et euh, ce qu'on peut dire, euh, euh, on peut les garder dans un réfrigérateur pendant une semaine entre 2 et 8. Et si jamais on aura besoin d'un autre dosage, on peut le refaire sur le même échantillon pendant une semaine ou 3 mois à moins 20 degrés. Ou si vous avez un congélateur à moins 20, vous pouvez les garder pendant 3 mois. Dosage des protéines plasmatiques, voilà, on a deux types de dosage. On va doser la protéinémie totale, ça veut dire toutes les protéines, hein. Soit on va procéder à des dosages individuels de protéines plasmatiques. Donc ces dosages individuels, voilà, ce qu'on appelle les dosages des protéines spécifiques des plasmas. Voilà, protéines spécifiques. Euh, le dosage des protéines totaux ou la protéinémie totale, c'est la réaction la plus connue, c'est la réaction de Biuret. Donc, il va mesurer la concentration en protéines d'une solution, donc par exemple dans le plasma. Et on ajoute le Biuret, c'est un réactif qui contient du cuivre qui va réagir avec les liaisons peptidiques. Donc, les liaisons peptidiques sont là. Et le cuivre va réagir avec les liaisons peptidiques pour donner, dans un milieu qui est alcalin, bien sûr, d'un milieu avec un pH alcalin, il va nous donner un complexe violet, d'accord, et qui a une coloration violette et photométrable. Il n'y a pas que la réaction Biuret, il y a plusieurs réactions. Il y a la réaction de Lowry, euh, il y a la réaction de Bradford avec le bleu de Comassi brillant. Donc, c'est des techniques spectrophotométriques et on va mesurer entre 465 et 495. Voilà. Il y a d'autres techniques, technique au rouge de périgalol, chlorure de benzothénium. Et on a plusieurs techniques pour le dosage de la protéinémie totale. Donc, la valeur de référence pour la protéinémie, c'est entre 60 à 80 degrés. Entre 60 à 80 grammes par litre, pardon. Entre 60 à 80 grammes par litre. D'accord? Quand on a inférieur à 60, on parle d'hypoprotéinémie. Et on a plusieurs situations qui peuvent donner une hypoprotéinémie. Là, c'est par exemple la malnutrition. Quand quelqu'un il ne s'alimente pas bien, on sait que l'origine des protéines, hein, c'est des apports exogènes avec l'alimentation. Donc, si on n'a pas d'apport exogène, on passe à la malnutrition et on aura une hypoprotéinémie. Puis, il y a un défaut de synthèse c'est quand on a une atteinte hépatique, une cirrhose par exemple, où l'activité de synthèse va baisser. Les brûlères, oui, il y a beaucoup de cas de figure. Et puis on a l'hyperprotéinémie. L'hyperprotéinémie, c'est quand elle dépasse 84 grammes par litre en général. C'est soit une déshydratation par perte de liquide ou une déshydratation euh, avec des pertes de liquide biologique, avec les vomissements, les diarrhées et ainsi de suite. On peut avoir une hyperprotéinémie dans le cadre des gammapathies monoclonales. D'accord? Dans le cadre des gammapathies monoclonales qu'on va voir monoclonales qu'on va voir dans les travaux dirigés sur les électrophorèses. Très bien. Et en post-analytique, juste sachez qu'il y a une différence de 3 grammes par litre entre le plasma et le sérum. Donc, il y a le plasma, c'est toujours, on aura une valeur de référence entre 64 et 84. Le sérum, c'est 60 et 80 grammes par litre. Et on a toujours une différence de 3 grammes, 3 à 4 grammes par litre.
Voilà, rappelez-vous des valeurs de référence. Les valeurs de référence dépendent voilà, du plasma ou du sérum. Il y a une différence entre le plasma et le sérum de 3 grammes par litre. Il y a plus de protéines dans le plasma que dans le sérum, puisqu'on n'a pas les facteurs de la coagulation qui ont été consommés pendant la coagulation. Voilà. Puis, il y a le taux de protéines dépend de l'âge. Et bien, chez le nouveau-né, la concentration en protéines est inférieure de 20% à celle de l'adulte. La protéinémie totale elle est baissée de 10% chez la femme enceinte, due à l'augmentation de volume. D'accord? C'est une fausse hypoprotéinémie, si on peut le dire. Voilà, et sachez qu'une valeur normale de protéines n'exclut pas une anomalie de la protéinémie ou ce qu'on appelle une 10, une anomalie de la protéinémie, une dysprotéinémie. D'accord? Même si on a, ici on parle de la qualité. D'accord? Même si on a une protéinémie qui est normale, ça ne peut pas exclure une anomalie ou une dysprotéinémie. Très bien, on passe à quelques dosages qu'on utilise en général pour les protéines spécifiques. C'est les dosages turbidimétriques ou nifélométriques. Et puisque on est on dose des protéines, ce sont des dosages, ce qu'on appelle immunoturbidimétriques. On ajoute immuno, d'accord, turbidimétrie, ou immuno, hein, nifilimétrique, ou immunonifilimétrique, puisque c'est des dosages antigènes-anticorps. Donc, c'est quoi la turbidimétrie? Donc, la turbidimétrie, voilà, comme rappelez-vous de les travaux pratiques sur la spectrophotométrie qu'on a vu en première année. Ici, c'est pour la turbidimétrie, il est identique un petit peu à la photométrie d'absorption qu'on a vu l'année dernière. On aura la lumière incidente, il y a une diminution de l'intensité de la lumière incidente lorsqu'il traverse l'échantillon. Si on a une grande quantité de la protéine, on aura beaucoup de réactions antigènes-anticorps, elles vont former des agrégats, ce qui va causer une diminution d'intensité de la lumière incidente lorsqu'elle traverse ce milieu qui est trouble. D'accord? Il trouble avec la réaction antigène-anticorps. Donc la lumière transmise qui est là, hein, la lumière transmise, étant mesurée dans la même direction que la lumière incidente. Donc la plupart des automates de biochimie sont donc capables d'effectuer ces mesures. C'est en général, on a un spectrophotomètre, on peut faire l'immunoturbidimétrie et la spectrophotométrie. Voilà. Donc pour la nifilimétrie, c'est presque les mêmes principes, mais ici on évalue la diffusion de la lumière sur les particules des milieux troubles. Ici on évalue la diffusion. Vous voyez la nifiliométrie, on va évaluer la diffusion hein, la diffusion de la lumière sur les particules du milieu, qui dépend de la taille en général des particules, de leur indice de réfraction, ici c'est une réfraction, et de la lumière, donc de la radiation incidente émise ou non par un laser. Donc la lumière diffusée est mesurée dans une direction différente de celle de la lumière incidente. Donc voilà, on va mesurer cette réfraction avec un angle variable suivant les appareils de commerce. Voilà l'angle hein, de mesure. Voilà. Donc c'est ça la différence entre la nifilimétrie et la turbidimétrie. Donc pour la turbidimétrie, on va mesurer dans le même sens hein, de la lumière incidente. Pour la nifilimétrie, c'est en général c'est la réfraction. Elle dépend de la taille des particules, de l'indice de réfraction, de la longueur d'onde de la radiation incidente émise ou non par un laser. Moi, je vous dis tout de suite que pour le dosage des protéines spécifiques, la nifilimétrie elle est plus précise. Donc, si vous allez demander des dosages des protéines spécifiques, demandez l'immunonifilimétrie. Voilà, si vous n'avez pas d'immunonifilimétrie, c'est pas grave, vous pouvez doser avec l'immunoturbidimétrie. Très bien, on passe à une autre technique de dosage, c'est l'ELISA, on appelle ELISA. ELISA ou ELISA, de l'anglais Enzyme Linked Immunosorbent Assay, enzyme
I, linked, immunosorbent, immunosorbent, essay. C'est quoi? C'est en général, on va déposer dans le puits des anticorps, on va ajouter la protéine à doser, qui est l'antigène, on va ajouter un autre anticorps, et puis un anti-anticorps marqué. Et puis on va mesurer l'intensité de la lumière. Voilà. Soit, si on a une enzyme ici, d'accord, un marquage avec une enzyme, on va mesurer la coloration. Vous voyez ici, quand on a des anticorps, on aura la fixation des antigènes marqués. C'est l'ELISA, le marquage, c'est une enzyme, d'accord? Voilà, substrat, on va ajouter donc dans les techniques, on va ajouter l'anticorps, il est fixé, on va ajouter la protéine, puis un anti-anticorps et un anti-anticorps qui porte l'enzyme. D'accord? Si on a ici des protéines, quand on ajoute le substrat, l'enzyme va transformer le substrat et on aura un produit coloré. Ce produit coloré qu'on peut mesurer. Ce qu'on peut mesurer. Donc, ici, il est positif, ici, il est négatif parce qu'il n'y a pas de fixation. Donc, ici, pas de fixation. Donc, l'antigène, donc pas de protéines, donc pas de fixation. Donc, les puits sont négatifs. Donc, quand il y a des protéines, il y a une fixation d'anticorps et anti-anticorps marqués avec une enzyme. Et on ajoute le substrat, un substrat, et l'enzyme va transformer le substrat et on aura une coloration. Et on peut déjà voir ici que les puits qui sont positifs ou qui contiennent des protéines et qu'on peut mesurer. C'est la technique ELISA. Voilà, d'accord. Et puis on peut utiliser les techniques d'immunomarquage avec d'autres marqueurs. On a ici enzymes, mais on peut utiliser les enzymes. On peut utiliser, c'est dans la technique ELISA, le marquage, c'est l'enzyme, mais on peut utiliser, comme on a vu pour les marqueurs de l'inflammation, on peut utiliser de la fluorescence, hein, technique immunofluorométrique assay. On peut utiliser de la luminescence, l'immunoassay. Donc, c'est le même principe. Ce qui diffère, c'est le marquage. D'accord? Le marquage pour les lysaciers enzymes. Pour les techniques radio-immunoassay, en général, le marquage se fait par des molécules radioactives. Très bien, et puis on va mesurer le signal. C'est une photoluminescence, c'est une photoluminescence, c'est une chimiluminescence, c'est une chimiluminescence. Comment mesurer l'intensité du signal? L'intensité du signal correspond à la concentration de la molécule de la protéine à doser. Donc, plus l'intensité du signal est élevée, plus la protéine à doser, et là, une grande concentration, et on aura des valeurs. On passe à l'électrophorèse. On aura tout un TD parce que l'électrophorèse, elle est très importante. Maintenant, pour tous les check-in des patients, au niveau des urgences, on demande une électrophorèse des protéines. C'est un examen qui est passé en routine. Il faut savoir l'interpréter. Voilà. Euh, Comme on l'a vu, l'électrophorèse. Électrophorèse, donc c'est la migration des protéines dans un champ électrique. Les protéines sont chargées négativement, d'accord? Sont chargées négativement. On va déposer le sérum ici et on applique un champ électrique. Vous voyez ici, on applique un champ électrique. Voilà. Et les protéines vont migrer. D'accord? Plus la protéine elle est chargée négativement, plus elle va migrer le plus loin possible. D'accord? Il va migrer le plus loin possible. Plus il est moins chargé, il ne va pas migrer plus loin. D'accord? C'est le principe, il se base sur la charge nette de la protéine. Rappelez-vous du cours sur l'ionisation des protéines, et l'ionisation des peptides et l'ionisation des acides aminés. Voilà, donc plus la protéine est chargée négativement, plus il va migrer le plus loin possible. Plus elle est moins chargée, plus il va rester à côté quand on applique un champ électrique. Donc, c'est la séparation des protéines en fonction de leur charge électrophorèse. Donc, dans la séparation, il n'y a pas que la charge. Il y a la charge, il y a la taille, il y a la forme, il y a plusieurs choses. Mais la chose la plus importante, c'est la charge nette.
Comme vous voyez, on aura quelque chose qui correspond à ça. Je pense que voilà, j'ai avant de voir ça, on commence par là. On a le dépôt, ce que vous avez vu, le dépôt où on a déposé, voilà, où on a déposé notre sérum, ligne des dépôts. Et puis, les protéines les plus chargées négativement, ils vont migrer le plus loin possible. Donc, la protéine la plus chargée négativement, c'est l'albumine. Donc, l'albumine, il a migré le plus loin possible. Le plus loin possible. Il a migré le plus loin possible. Voilà, c'est la molécule la plus chargée. Et puis, on a l'alpha 1, les protéines alpha 1, puis les protéines alpha 2, puis les protéines bêta 1, puis les protéines bêta 2, et puis les protéines gamma. Et en général, sur cette base, on va classer les protéines en albumine et en globuline. On va classer les protéines en albumine et puis globuline. Donc les globulines, on a plusieurs fractions. On a la fraction alpha 1, globuline. On a la fraction alpha 2, globuline. On a fraction bêta 1, globuline. On a bêta 2, globuline. Et on a pas ça, et il n'y a pas ça sur cette électrophorèse. Mais les techniques, ils commencent à être plus résolutives. Et on a maintenant une autre fraction bêta 1 et bêta 2 dans nos électrophorèses qu'on réalise au labo. Et puis, il y a la fraction gamma. La fraction gamma, c'est là où il y a les gamma-globulines. Rappelez-vous des gamma-globulines qu'on vient de dire, les anticorps. Pourquoi on les appelle gamma? Parce qu'ils migrent dans cette fraction, hein, qu'on appelle gamma. Donc gamma-globuline ou c'est en général des anticorps. Puis il y en a donc il y a deux grands groupes, l'albumine et puis les globulines. Les globulines, on a en général cinq fractions. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. D'accord? Et l'albumine, c'est la protéine la plus chargée négativement, hein. C'est la protéine qui est une charge nette, la charge nette la plus négative. Rappelez-vous de la charge nette, rappelez-vous des cours sur l'ionisation. C'est elle qui va migrer le plus loin du point de dépôt. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici. Voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on va trouver dans chaque fraction? Donc, vous avez ici, non, ici, on a inversé le point de dépôt, il est là. D'accord? Le point de dépôt, il est là. Et on a ici les gamma-globulines. Les gamma-globulines, vous trouvez tous les gamma-globulines que vous connaissez, les anticorps IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, tout ce que vous voulez. Vous avez les bêta-globulines, vous avez le fibrinogène, la transférine qu'on a vu la dernière fois comme protéine de l'inflammation. Et c'est une protéine qu'on a dit qui va transporter le fer. Vous avez ici l'alpha 2 globuline, alpha 2 globuline. Rappelez-vous, l'alpha-2 globuline, c'est l'aptoglobine qu'on a vu la dernière fois. C'est une protéine de l'inflammation, mais on a dit que c'est une protéine qui est liée en général à l'hémolyse, qui va baisser en cas d'hémolyse. Vous avez la cérélioplasmine, vous avez l'alpha-2 macroglobuline qu'on avait quand on a parlé des marqueurs tumoraux. Et puis vous avez l'alpha-1 globuline, c'est l'alpha-1 glycoprotéine, et les orosomycoïdes, c'est les marqueurs de l'inflammation. D'accord? Et puis, dans la première fraction qui va migrer le plus loin possible, c'est l'albumine. C'est l'albumine. Et puis, vous avez la première protéine, la préalbumine qui est liée au rétinol binding protéine. C'est vraiment il a une quantité très faible et c'est elle qui va migrer le plus loin possible. Elle a une petite taille. D'accord? Il a une petite taille, il va migrer le plus loin possible la préalbumine. La préalbumine, c'est la première protéine qui va migrer, et qui va migrer le plus loin possible du point de dépôt. Voilà le point de dépôt où on va déposer le plasma, où on va déposer le sérum, pardon. Parce que pour l'électrophorèse, on n'utilise pas le plasma. Appelez-vous l'électrophorèse, c'est toujours sérum. C'est toujours tube sec. Donc, je n'ai pas détaillé l'électrophorèse des protéines sériques parce qu'on aura tout un TD pour en discuter. Très bien, voilà, il vous donne de la même manière les différentes fractions. Je veux revenir juste pour vous montrer une chose. Vous voyez ici, c'est l'albumine. Ici, c'est une plaque que j'ai pris du laboratoire. Et tout ça, c'est des patients.
premier patient, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, tout ça, c'est des patients. On a réalisé vraiment 30 dans un gel, on réalise 30 patients, 30 patients par gel. Donc, vous voyez ici les différentes fractions. Voilà, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Déjà, vous voyez ici, chez ce patient, il y a un problème parce qu'il y a les gamma-globulines qui ont une concentration élevée, chose qui n'est pas normale. Et puis, vous avez chez ce patient aussi, de la même manière, il a une hypoalbuminémie, et ainsi de suite. Donc, à partir de l'électrophorèse, on peut interpréter ça, on va le voir en détail dans les travaux pratiques. Voilà, les différentes fractions, préalbumine, albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2 et gamma. Vous voyez, si vous revenez, vous voyez ici, il y a un pic qui est énorme pour l'albumine, parce que l'albumine, c'est la protéine la plus abondante dans le plasma. La plus abondante dans le plasma. C'est la protéine la plus abondante dans le plasma. C'est pour cela, vous voyez un pic qui est vraiment énorme. Et quand on voit l'électrophorèse que j'ai réalisée chez les patients, vous voyez ici la concentration, vous avez cette couleur qui est foncée, foncée, foncée. C'est vraiment que ça veut dire que la concentration de cette protéine, elle est très importante par rapport aux autres protéines. D'accord? Voilà, et quand on va l'intégrer, on va voir vraiment un pic de l'albumine qui est une concentration assez importante. Très bien. Et là, on vous donne la classification. Voilà, vous avez l'albumine et puis vous avez les différentes fractions des globines. Un voilà, des globulines qu'on a vues. Et puis, vous avez euh, ici les valeurs, d'accord? Vous avez les globulines, alpha 1, globulines. Ici, les valeurs, qu'est-ce qu'il va nous donner là, à l'électrophorèse? Il va donner des pourcentages. Quand on va intégrer, on va voir que le pourcentage le plus important, on ne va pas mesurer directement les protéines. On va les séparer et puis on va intégrer et prendre leur pourcentage. Avant, on va doser la protéinémie totale dans le sérum. D'accord? Avant de faire l'électrophorèse, qu'on va ajouter à ces pourcentages, il va nous donner la quantité en grammes. D'accord? Vous voyez que ici, après l'électrophorèse, vous voyez que c'est l'albumine, que c'est la protéine la plus abondante. Et puis vous avez les globulines, les différentes fractions alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Vous voyez, l'alpha 1, c'est le rosomicoïde alpha 1 antitrypsine. Alpha 2, c'est la céréalioplasmine. Alpha 2, macroglobulines, lactoglobulines, alpha lipoprotéine. La bêta 1, c'est la transférine. Bêta 2, c'est C3, les bêta lipoprotéines. Et puis, les différents immunoglobulines. Voilà, voilà. Et voilà ce tableau qui résume voilà, les différentes fractions de protéines, puis leur poids moléculaire, leur pH, leur demi-vie, hein, et puis leur valeur de référence et leur fonction. C'est un tableau magnifique et où il y a une synthèse sur les protéines plasmatiques. Ça, on va le voir en détail dans les cours, dans le TD. Merci beaucoup et je vais continuer dans la troisième partie.